Paris, le 1er août 1900. Paul, mon ami, je viens de passer un fort beau dimanche en famille au bois de Boulogne. Nous avons pris le train de papa. Vous savez, le chemin de fer qui tourne autour de Paris. À 10h du matin, nous avons embarqué à Montrouge. Il fait si beau cet été que les arbres plantés des deux côtés des voies ne faisaient même pas d'ombre. Et 20 minutes après, nous étions à Vaugirard. Vous vous rendez compte? Le train passe à la hauteur du 2e étage des maisons. Comme on n'allait pas très vite, il y avait des jeunes gens aux fenêtres qui en profitaient pour nous regarder, ma sœur et moi. Je ne leur ai pas fait signe. Je pensais à vous. D'ailleurs, ce que j'attendais, c'était de passer sur le viaduc au-dessus de la Seine. J'aurais bien aimé aller au bal à Point du Jour. Ce sera pour une autre fois. Avec vous, j'espère. Si l'on avait écouté papa, on serait descendu à Auteuil-Boulogne pour aller voir les courses de chevaux. Et comme maman aime les beaux quartiers, le voyage a duré encore une 20aine de minutes. On a traversé Passy. On n'a pas été déçus. C'est beau. Un peu plus loin, à la station de l'avenue Henri-Martin, nous sommes descendus pour aller vers le bois de Boulogne. Et juste après l'octroi, le Grand Lac attire tant de promeneurs qui vous font les 12 yeux et vous donnent envie d'être belle. Vous m'avez manqué, mais pas trop. Le bois m'a rendu gai. Je chantais comme une locomotive, à toute vapeur. J'attends votre lettre. Pauline. « 1851. Naissance de la petite ceinture, ou plutôt du chemin de fer de ceinture. Longeant les fortifications, la ligne doit relier les gares des compagnies de l'Ouest et de Rouen, du Nord et de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans. Ceinture. Ce nom rappelle à notre mémoire une chaire disparue, la dernière muraille encerclant Paris. Pendant plus de 70 ans, de 1862 à 1934, nos ancêtres ont pris le chemin de fer de ceinture, avec un panorama exceptionnel sur la ville lumière. S'il est prévu un usage militaire, la ligne doit surtout assurer les meilleures conditions de transit et d'approvisionnement entre Paris et ses provinces. Plus besoin de transborder et d'emprunter la route pour aller du nord au sud ou d'est en ouest. La France passe par Paris, et désormais par la petite ceinture. 1851. 7 jours après le coup d'État du 2 décembre, le tout-puissant prince-président Louis-Napoléon et son ministre des Travaux publics organisent le financement de la ligne. À terme, le trafic du chemin de fer de ceinture sera mixte, à la fois marchandises et voyageurs. Veuillez monter en voiture. Au revoir M, attention au départ. Au revoir M. Le train va partir, attention au départ. L'État fort du Second Empire intervient en permanence dans la gestion du syndicat de ceinture, formé par les compagnies de chemin de fer pour gérer la ligne. Il faut les pousser à construire des gares de marchandises et favoriser ainsi les implantations industrielles. Et surtout, les 15 km de voies ouverts depuis 1854 doivent bénéficier aux voyageurs, mais ils ne sont pas vraiment désirés par le syndicat de ceinture. Pourtant, le 14 juillet 1862, les nouveaux clients découvrent 5 gares, de Batignolles-Clichy au nord-ouest à La Rapée au sud-est. 6 754 voyageurs la première semaine. Au bout d'un an, on en aura transporté 183 426, dont plus du tiers le dimanche. Depuis le 1er janvier 1860, la ceinture est parisienne,
les territoires compris à l'intérieur des fortifs ayant été placés sous la tutelle du baron Haussmann. La dernière gare construite, rue Claude-Decamps, a desservi l'exposition coloniale de 1931. C'est aussi la première détruite après la fermeture de la ligne aux voyageurs en 1934. Et aujourd'hui, le site est transformé en jardin dans la ville par un véritable homme des bois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver tel végétaux qui est en train de disparaître, c'est de remettre en place tel végétaux qu'on a éliminé. Comment s'appelle, ça va du noisetier, en passant par trivier sauvage, en passant par l'épine binette, en passant par des tas de trucs. Et bon, je me suis proposé, dans un premier temps, à louer l'espace de la rue Claude-Decamps à la rue des Meuniers et de faire une maquette grandeur nature pour voir ce qui était possible de faire sur la totalité de la petite ceinture. C'est une technique agricole que j'emploie. En laissant pousser l'herbe, ça me permet d'observer le terrain, parce que c'est des terrains qui ont été sans arrêt désherbés par les désherbants totaux de la SNCF. Et là, quand je vois l'armoise qui est ici, qui s'est développée, qui n'a pas séché, ça prouve que la rémanence des produits qui a été introduit est quand même très altérée. Il y a pratiquement plus de traces de désherbant total dans le terrain. Donc ça me permettra là, maintenant, comme je suis en train de le faire, de remettre tout propre en état et de réadapter d'autres végétaux. Sur la petite ceinture, c'est un espace abandonné, il doit y avoir des églantiers, il doit y avoir des genêts, il doit y avoir des tas de végétaux. Il y a des endroits, des espaces non négligeables sur le plan de surface qui pourraient être réaménagés ou qui pourraient être entretenus tels qu'ils le sont, de façon à ce que le Parisien ou le banlieusard, à promiscuité, dispose d'une petite campagne. Nous avons un superbe pêcher, il y en a d'autres, mais le plus jovard pour l'instant c'est celui-là. Et c'est la première année de fructification. Cette année, là, au mois de septembre, il y a 15 jours, j'ai obtenu 7 pêches. Ce qui est mon art, c'est de parler un argot pas possible et d'être en plein Panem, et puis de sortir de chez moi, là, de mettre mes bottes de chasse, de prendre ma bêche, de prendre mes outils pour travailler les sols ou les végétaux, en plein Panem. Les beaux dimanches de la ceinture, les voyageurs deviennent de plus en plus nombreux. La fréquence des trains est doublée, mais les premières classes n'ont pas beaucoup de succès. La clientèle populaire des arrondissements périphériques n'en a que faire. Les tarifs appliqués les dimanches et jours fériés sont bien plus élevés qu'en semaine. Prendre le train pour aller se promener au bois, c'est un luxe. Heureusement, dès 1891, la concurrence des omnibus et des tramways oblige le syndicat à adopter le principe des 2 zones. Première zone, d'une gare à l'autre ou à la suivante. Deuxième zone, pour tout parcours supérieur, y compris le tour complet de Paris. La coulée verte, ou plutôt la promenade plantée, inaugurée en 1995, est devenue le lieu d'élection des piétons à 2 roues et sur patins. La piste occupe la plateforme de l'ancienne ligne Bastille-Verneuil-l'Étang, ouverte dès 1859 en direction des bords de Marne. Gare de Bel-Air, correspondance. L'arrêt Bel-Air Ceinture a gardé le charme des pays où le temps est imprécis. À chaque saison fleurissent les jardins de la Villa Bel-Air et les vergers de la Sente des Merisiers. Eh bien, vous savez, quand j'étais gamin, déjà, je prenais le tramway pour aller à l'école. Et ça m'amusait d'avoir tous ces billets qui étaient distribués de différentes couleurs dans des planchettes que l'on appelait planchettes, mais qui étaient métalliques. Et je les ai conservés. Et puis, je prenais aussi souvent le train de la ligne de Vincennes pour aller entre la Bastille et Nogent, tout ça. Et ça m'amusait de voir ces billets que l'on contrôlait, qu'on me rendait, et qu'à la sortie, on conservait. Alors, j'ai pensé, à part moi, quand je serai grand,
je m'arrangerai pour les garder. Les tickets de la petite ceinture sont absolument étonnants par rapport à ceux des autres compagnies. En ce sens qu'ils ont presque toujours un entourage vermillon. C'est le propre de la petite ceinture. Je l'ai pris, mais assez peu. Mais j'aime tout ce qui roule sur rail et j'aime Paris. La petite ceinture roulait sur rail à Paris. Les expositions universelles ont transformé Paris en capitale du monde. 5 millions de voyageurs, tel est le bilan de la ceinture pour l'année 1878. D'où une gêne considérable aux entrées de Paris, où la ligne passe au niveau des rues et a déjà provoqué de nombreux accidents. Le train ne peut plus jouer à qui passe gagne avec les charrettes ou les tramways hippomobiles. C'est pourquoi, avec la loi du 12 août 1886, la plateforme de la ceinture est surélevée sur 3,5 km, entre la rue de Charenton et l'église Saint-Germain de Charonne. La hauteur maximum est de 5,30 m à l'aplomb de la rue de la Voûte. Et le pont du cours de Vincennes est un géant de 83 mètres, en 7 travées. Centenaire de la Révolution, célébré par la nouvelle exposition de 1889. Nous te devons la Tour Eiffel et les ponts-rails de la ceinture. Le passage à niveau de la rue Lagny appartient au grand rival de la ceinture, le Métropolitain, qui établit à Charonne son premier atelier à proximité du terminus de la ligne 1. Ironie du sort, avant de rouler sous Paris, le matériel neuf du métro transite par la ceinture. Les maréchages sont peu à peu remplacés par les habitants, de plus en plus nombreux, pour lesquels on ouvre de nouvelles gares comme celle de la rue d'Avron. La nature a bien résisté à cet assaut de la ville. Elle est aujourd'hui remontée le long des voies. On signe, on se raconte, on fait le mur en somme. Charonne voyageur. Au printemps 1995, les copains du quai sont montés rue de Bagnolet pour réouvrir les portes de l'ancienne gare de Charonne voyageur. Flèche d'Or Café est né ce jour-là. Association d'artistes et café-concert. Flèche d'Or, c'est aussi le nom de baptême du fameux rapide Paris-Londres, né de l'entente cordiale. Tunnel de la ceinture, bouche d'ombre. La première partie du tunnel de Charonne-Ménilmontant est réalisée en 1 an. Plus d'1 kilomètre de voies à faire passer à travers les carrières abandonnées. 7 puits intermédiaires de 25 mètres de profondeur à creuser. Un éboulement se produit en 1874, suite à l'extension du Père-Lachaise au-dessus du tunnel. Ménilmontant a perdu sa gare immortalisée par la chanson de Charles Trenet, qui fut écrite pour Maurice Chevalier à la gloire de son village. Mais la passerelle de la rue de la Mare tient bon.
les habitants du haut de Ménilmontant avaient défendu son existence. Sans elle, la ligne les séparait de Paris. La petite ceinture, pour moi, c'était un moyen de transport qui a existé jusqu'en 1934 et que je regrette bien de ne pas avoir connu fonctionnant continuellement. Parce que je trouve que c'était un outil merveilleux pour pouvoir se déplacer et faire le tour de Paris. Et j'ai voulu approfondir en allant la suivre par la route, le long, comme un pèlerinage un petit peu. J'ai commencé par faire 2 photos, une de l'ancienne station Bel Air avec les quais, et puis après j'ai marché, je dirais avec un plaisir immense parce que je me sentais seule et libre là, et puis au-dessus, je dirais, de tout. Et j'ai rédigé donc un petit ouvrage, enfin le mot est peut-être un peu présomptueux. Pour moi, c'était rassembler en un recueil les photos et le récit de ce que j'avais fait pour qu'il reste une trace. Et nous voilà repartis entre 20 et 30 mètres sous terre. Cette fois, nous parcourons 1124 mètres, dans la masse de gypse exploitée pendant plus de 400 ans. La tranchée qui suit le tunnel traverse le parc des Buttes-Chaumont, les Tuileries du peuple, inauguré en 1867, en même temps que le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Villette. La ceinture nord a dû se faufiler. Pas question d'encombrer. Priorité aux manufactures et entrepôts. Tant de soldats sont passés sur ou sous le pont de ceinture, au-dessus de l'ex-rue d'Allemagne, redénommé Jean Jaurès, dès la mort du grand homme en 1914. La cage de fer, tel est le nom du double pont d'Ourcq. Sous le train, l'eau des rivières, de la Beuvronne, de l'Ourcq et de quelques autres. L'eau nourricière est entrée dans Paris, à la Villette, le 2 décembre 1808, pour donner à boire aux Parisiens en manque d'eau. Pont de Flandre. La station de métro a changé de nom en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Corentin Cariou, fusillé par les Allemands, a pris la place du pont de Flandre. La ceinture a de la mémoire pour deux. Mon oncle a utilisé très jeune la petite ceinture. Il la prenait quotidiennement et même parfois le week-end pour partir de la rue Claude de Camp, proche de la porte de Charenton, et se rendre ensuite à Pont de Flandre, où il descendait, pour ensuite venir travailler aux abattoirs de la Villette qui se trouvaient là, situés derrière nous. Les premiers voyageurs de la petite ceinture ont été tous les veaux et tous les chevaux de France et de Navarre qui ont emprunté ces embranchements destinés à l'alimentation des Parisiens. Alors, cette ligne circulaire dite de petite ceinture était embranchée aux 2 abattoirs parisiens. Au sud, à Vaugirard, où l'on a construit l'actuel parc Georges Brassens. Et au nord, ici, à la Villette. Et l'homme qui m'a élevé, en partant de la porte de Charenton, aurait très bien pu aller travailler vers le sud. D'où l'avantage de cette ligne. Aucun transit par l'intérieur de Paris. Ligne directe. Dans un cas comme dans l'autre, moins de 20 minutes pour aller de son domicile à son travail.
Toujours aussi discret, nous passons sous les voies de l'Est et du Nord. La gare d'Est-Ceinture n'est plus signalée que par une inscription, et la station La Chapelle-Saint-Denis a disparu, comme l'usine à gaz, les gazomètres et le coq de La Chapelle-Charbon, utilisé par les locaux de la ligne. En 1892-93, le double raccordement à la gare du Nord permet d'en faire un terminus de la ceinture, supprimé en 1910 avec la concurrence du métro. Mais pendant un siècle, grâce au double raccordement de la Chapelle-Saint-Denis, les voyageurs du nord de la France passent par la ceinture pour rejoindre le soleil méditerranéen. Redevenu le proche voisin du boulevard des Maréchaux, le train passe en tranchée dans le quartier encore hanté par la figure de Jacques Messrine. Ultime halte porte Clignancourt pour le môme de la rue Belliard. Entre la rue des Poissonniers et l'avenue de Clichy, les 2,8 km de voies mises en tranchée en 1889 présentent sur 500 mètres le tunnel de Saint-Ouen. Un trottoir surélevé recouvre la voûte. Trottoir au nom local de talus, souvenir des fortifs, de leur talus bidonville et des trains populaires emmenés vers le Champ de Mars et la Tour Eiffel. La petite ceinture, en fait, a été arrêtée à cause du métro. Le métro s'est développé dans Paris et a absorbé tout le trafic de la petite ceinture. Autrement dit, là où il y avait des millions de voyageurs en 1900 pour l'exposition universelle, petit à petit, le trafic a chuté et en 1934, eh bien, les compagnies de chemin de fer, qui étaient des compagnies privées à l'époque, ont décidé que ça ne valait plus le coup et donc ont arrêté la petite ceinture. La petite ceinture a servi ensuite pour des trains de marchandises et puis petit à petit est en train de mourir. Et effectivement, le terrain intéresse beaucoup de monde, donc la tranchée a été couverte pour faire des parkings, des tennis, des parcs, parce que tout ça c'est de l'argent. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont contre effectivement le bétonnage, parce que l'on va passer tout à l'heure dans des endroits superbes, qui sont pleins de verdure, d'arbres, d'oiseaux, des endroits d'une grande quiétude. Et ces gens ont effectivement peur qu'à la place de cette quiétude, il y ait des tours, il y ait des parkings, il y ait... La ceinture a fait naître une ville. Avant, comme après la gare de Saint-Ouen, les grands immeubles construits entre 1900 et 1914 montent la garde le long de la ligne. Au chantier du chemin de fer ont succédé les grands travaux de la ville. Et avenue de Clichy, il n'y a plus de gare. Mais le RER Val-de-Montmorency Invalide retrouve ici la ceinture avec sa station de liaison souterraine, Porte de Clichy. À l'évocation du nom Batignolles, l'histoire et la légende des chemins de fer se confondent. Là, tout a commencé, le trafic comme l'équipement. Les deux principales compagnies du syndicat de ceinture, l'Ouest-État, c'est-à-dire Saint-Lazare, et la Compagnie du Nord, fournissent les locomotives de la ceinture. Le 25 mars 1869 naît enfin le circulaire. Le raccordement entre la ceinture rive droite et la ligne d'Auteuil passe sous les voies de l'Ouest, c'est-à-dire Saint-Lazare. La boucle est désormais fermée au nord. Le lieu-dit des Batignolles, avec un seul L, appartient à M. Cardinet, d'où la gare Pont-Cardinet. Elle devient peu après la Première Guerre mondiale le terminus de la ligne d'Auteuil, jusqu'au 7 janvier 1985. Jour du dernier train. Monsieur Émile Pereire, patron des chemins de fer de l'Ouest, l'une des figures mythiques de l'entreprise française du XIXe siècle, s'engage le 9 août 1852 à construire à ses frais une desserte chemin de fer des communes de Neuilly, Auteuil et Passy. C'est la ligne d'Auteuil,
petit train des beaux quartiers, bientôt connecté à la ceinture rive droite par les stations sœurs de Courcelles-Ceinture et Courcelles-Levallois. Et dès le 2 mai 1854, bien avant le circulaire, les habitants de ces lointains territoires se rapprochent du centre-ville grâce au premier métro du monde. Ici, pas de jonction, pas de marchandises, du moins pour le moment. Le train passe en tranchée pour éviter aux promeneurs d'être gênés par la vapeur. D'ailleurs, la ville a accepté de concéder une partie des terrains du bois de Boulogne si des allées cavalières étaient tracées le long de la ligne. Avec le RER, les enfants de la banlieue nord ont maintenant remplacé les petits Parisiens de la ligne d'Auteuil. Ils descendent encore à Neuilly-Porte-Maillot pour aller passer l'après-midi au jardin d'acclimatation. Mais le Palais des Congrès a remplacé Luna Park et ses merveilleux manèges. Par la vallée des Rois, autre nom de la tranchée d'Auteuil, le roi Édouard VII arrive en gare du Bois de Boulogne, porte Dauphine. C'est le 1er mai 1903 et le plus parisien des Anglais vient de monter sur le trône. Il scelle l'entente cordiale dans cette gare de ceinture aujourd'hui réutilisée par la ligne C du RER. Et peu après la gare Henri-Martin, le RER continue vers la Seine qu'il franchit sur le pont de Grenelle-Passy, mis en service le 12 avril 1900 pour relier Courcelles-Ceinture au Champ de Mars, site de l'exposition universelle. Et 1900, c'est l'apogée de la petite ceinture, avec 40 millions de voyageurs. Bien connu des rois, Maharajas, ou même de Nicolas II, tsar de toutes les Russies, reçu en grande pompe chaussée de la Muette, les voies de la ligne d'Auteuil ont déposé beaucoup d'inconnus à la gare Henri-Martin, des wagons entiers de promeneurs pour le Bois de Boulogne. Mais le petit train ne passe plus par la tranchée Flandrin, maintenant murée des deux côtés. Il ne s'engouffre plus sous la chaussée de la Muette pour découvrir les quais de la gare de Passy et les jardins du Ranelagh. À Passy, les rails sont déposés pendant l'été 1993 et la gare de la Muette est longtemps restée à l'abandon, ensauvagée. Et comme nous sommes au cœur des beaux quartiers, on la transforme aujourd'hui en restaurant-salon de thé. La ligne d'Auteuil, c'est en fait le premier train urbain. Vitrine ferroviaire de la Compagnie de l'Ouest à son ouverture en 1854, la ligne ferme donc en 1985. Le petit train a su vivre 130 ans. À la belle époque du circulaire, les beaux quartiers sont reliés à la rive gauche par l'ancien viaduc d'Auteuil et du Point du Jour, un monstre de 1590 mètres démoli en 1960. Pour l'instant, à Paris 16e, les amateurs de botanique succèdent aux amoureux du chemin de fer. Le ballast sans sérail attire les oiseaux. La gare d'Auteuil, qui est l'aboutissement de la ligne d'Auteuil qui partait de Pont-Cardinet et qui est la plus ancienne ligne urbaine, était très pratique. Lorsque j'étais enfant, je prenais des leçons de tennis avenue de Versailles, un tennis qui n'existe plus. J'habitais rue de Courcelles, je prenais le train, la ligne d'Auteuil à la gare Pereire. On arrivait à la gare d'Auteuil, ici, et là, on changeait de train. Et on prenait un train qui s'en allait sur le viaduc d'Auteuil pour traverser la Seine. Et juste avant le viaduc, juste avant la Seine, plus exactement, il y avait une station qui s'appelait Point du Jour. Et je descendais là pour aller prendre mes leçons de tennis avenue de Versailles. Et par la suite, beaucoup plus tard, ça c'était en 1924, beaucoup plus tard, lorsque j'ai été à la SNCF, je devais être à mon bureau à la gare Saint-Lazare à 8h. J'habitais à la Porte Maillot et je partais de chez moi à 8h moins le quart. Et j'étais à 8h dans mon bureau en prenant le train à la gare Maillot. Je changeais à Pont-Cardinet et j'arrivais à Saint-Lazare et j'étais à 8h dans mon bureau. Si j'avais pris le métro, j'aurais mis 40 minutes. Et même avec un taxi, j'aurais mis beaucoup plus que par le train. Et actuellement, avec le PC, on n'a pas cet avantage de rapidité, car le PC est soumis à la circulation et aux encombrements. Donc voilà l'avantage de la ligne d'Auteuil. Le viaduc d'Auteuil passait
partait d'ici, passait devant le boulevard Excellence, dont la partie circulation pour les voitures était beaucoup plus petite, puisque le viaduc de Hauteuil était très large. Et actuellement, la partie circulation est beaucoup plus large pour les autos. Et le pont du viaduc de Hauteuil sur la Seine était en pierre très lourde. C'était le viaduc aussi dans le boulevard Excellence, c'était une architecture très, très pesante. Et le viaduc d'Hauteuil a été démoli une première fois à la Commune en 71, une deuxième fois en partie détruit au moment de la Libération, et avant la Libération, et définitivement détruit dans les années 60. De Grenelle à Ivry, il va presque tout droit, le chemin de fer de ceinture. Bien avant leur annexion à Paris en 1860, les communes de la rive gauche réclament un chemin de fer pour les raccorder d'un côté à la ceinture nord, vers Ivry, et de l'autre à la ligne d'Auteuil, vers Javel. Vu les énormes dépenses de terrassement nécessaires, l'État engage les travaux longtemps avant d'avoir trouvé un concessionnaire. La Compagnie de l'Ouest exploite déjà la ligne d'Auteuil. Elle va continuer sur sa lancée avec la ceinture rive gauche. En 1867, la boucle est enfin bouclée par le Sud. 1867, c'est l'année de la deuxième exposition universelle organisée sous le règne de Napoléon III. Le Champ de Mars est bien sûr choisi. Un embranchement Grenelle-Champ de Mars est construit spécialement. Le 25 février 1867, la ceinture rive gauche est enfin ouverte. Et tout au long de l'année, les Parisiens peuvent faire le tour complet de Paris sur 33 km de voies, en 1h50, à environ 18 km/h de moyenne. Le service du circulaire reprendra en 1869, jusqu'en 1934, c'est-à-dire pendant 65 ans. À l'inverse de celui de la rive droite, le trafic de la ceinture rive gauche est mixte dès le départ, grâce à 3 gares marchandises et 7 gares voyageurs. Les gares de la Compagnie de l'Ouest ont le style Pereire. Briques et pierres donnent à Vaugirard-Ceinture un certain air de noblesse et de grâce ancienne. La particularité de la petite ceinture, c'est qu'elle a été tellement oubliée qu'elle en est rendue plus vivante. Elle vit par le sang, par le regard des gens qui habitent ou qui s'en servent. Hein, parce que c'est un lieu d'usage quotidien. Donc, il n'y a pas de mémoire, il n'y a que de la vie, là. C'est là l'étrangeté. Bien au-delà de l'usage qu'elle a eu et qu'elle a, elle occupe un emplacement. Cet emplacement qui se trouve à la lisière de Paris et de la banlieue. Autrement dit, au point de rencontre entre deux mondes. Et ça, on ne pourra rien y changer. Paris s'est développé, cercle après cercle. Et chaque cercle reste marqué aujourd'hui, que ce soit les boulevards, le mur de Charles V, que ce soit l'enceinte des familles généraux ou encore les fortifs. Chaque enceinte est marquée. Et là, c'est un lieu justement de contact, où on est au contact, comme on dit, entre les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. Et une frontière, c'est quelque part une zone franche. Et zone franche, franc veut dire libre.
Alors, cette petite ceinture, finalement, aujourd'hui, on la met en caveau, on l'enterre, on l'entunnelle, on l'envoûte, mais on ne peut pas lui ôter sa magie, à moins d'arriver à la dépecer complètement. Et peut-être c'est à ça qu'on arrivera. Mais en tous les cas, je pense que parce qu'elle occupe une place privilégiée dans la géographie de Paris, elle résiste. Parce que c'est vrai qu'elle est résistante. Pensez bien que fermée en 1934, elle est là 60 ans après. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Peu de chance de voir une machine folle emprunter le raccordement vers Montparnasse le long de la rue Castagnari. Il n'y a plus de raccordement. Libre à vous de rêver à la locomotive de l'express de Granville tombée sur le boulevard Montparnasse le 22 octobre 1895 à 16h. Ouest Ceinture. Les habitués de la porte de Vent voient mieux la gare que le promeneur de la Ceinture enterré sous l'hôpital Brousset. La tranchée est devenue couloir bordé et plafonné de béton. Les chauves-souris, variété pipistrelle, y logent par centaines. Depuis 1954, une voie unique dessert la Ceinture rive gauche. Au passage de la porte d'Orléans, la Ceinture se moque pas mal de l'autoroute, car les 908 mètres du tunnel de Montrouge traversent la plus belle des aventures, celle des catacombes. Ici, les vieilles carrières de pierre se réveillent dès la tombée de la nuit. La Ceinture croise ici la ligne de Sceaux. À cause de la différence excessive de niveau, pas de raccordement possible. Pour les correspondances, il faut passer par les rues, c'est marqué sur le ticket. Quand le voyageur descend au parc Montsouris, il doit rallier Cité universitaire en 20 minutes. À la poterne des Peupliers, place de Rungis, les grilles de la Ceinture donnent accès à une sorte de caverne d'Ali Baba. Dans les années 1950-60, les habitants de la butte aux Cailles, enfants et adultes, se glissent jusqu'aux voies pour y ramasser le charbon tombé des convois ou le plantain des oiseaux, car dans le quartier, il y a des cages accrochées à toutes les fenêtres. Installée dans le quartier, l'usine de moteurs d'avion Gnome et Rhône a fermé ses portes après 1970. Elle est remplacée par de nombreux ensembles résidentiels, plantés sur des dalles réalisées spécialement pour recouvrir les voies du chemin de fer. La petite Ceinture, c'est un lieu de passage. C'est un lieu qui est empreint de poésie et on y revient pour découvrir d'autres choses et on peut y venir la nuit aussi. Dans certains tunnels, il peut y avoir des accès pour les carrières et après pour rayonner partout sous Paris, quoi. Mais je vous dirai pas où c'est à vous de découvrir. Et sur la petite Ceinture, il y a des gens qui viennent pour le plaisir, quoi. Sur tous les talus, il y a de la verdure. C'est un endroit qui laisse pas indifférent. C'est un endroit qui apparemment pourrait ne pas être à Paris, quoi. C'est un endroit hors du temps, presque hors du monde, quoi. J'ai découvert la petite Ceinture au hasard de mes promenades. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment une mine d'or pour découvrir des matériaux. Moi, je récupère tout un tas de matériaux hétéroclites, des morceaux de béton, des ferrailles.
Et là j'ai récupéré un morceau de rail. Ah, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je verrai, quoi. Bon, il y en a d'autres, ils s'expriment carrément sur les murs, dans le lieu. Et ce qui fait la force de la petite ceinture avant tout, c'est la diversité des gens qui y viennent. Donc il y a les graffeurs, les tailleurs, les gens qui vont descendre après dans les carrières, les cataphiles. Il y a tout simplement les amoureux de la nature qui se promènent, qui profitent de toute la verdure qu'il y a tout autour au niveau des voies. Enfin, la petite ceinture reste à découvrir. Maison Blanche ressuscite avec le nouveau métro Météore, alias métro Est-Ouest rapide, prévu pour relier à grande vitesse Tolbiac à Saint-Lazare. Son matériel est à l'essai sur la ceinture au niveau de la gare désaffectée de Glacière-Marchandises. Et voilà l'ancienne gare au charbon des Gobelins, maintenant recouverte par les tours du 13e arrondissement. C'est la dernière gare à accueillir le trafic marchandises avec les commerçants chinois du quartier. Pour aller au charbon et en revenir, plus la peine de passer le long de la rue Regnault. Aujourd'hui, les graminées succèdent aux orties. Orléans-Ceinture. Dernière gare de la ceinture rive gauche. Nous croisons les voies d'Austerlitz, l'ancienne gare d'Orléans. Ici, la nouvelle station Masséna accueille le RER et Météore. Pour retourner sur la rive droite, vers l'Arapé-Bercy, nous traversons enfin la Seine. Sur le pont national, premier des ponts construits sous Napoléon III, pour desservir les fortifications et le chemin de fer de ceinture. Ceinture, petite ceinture. Les voyageurs du trafic régulier t'ont perdu le 22 juillet 1934. Mais le temps perdu ne l'est plus depuis que je t'ai retrouvé. Et comme Alphonse Allais, je crie Paris à la dernière gare.